Naruto, One Piece, Bleach ou encore Dragon Ball sont des œuvres ayant atteint un pic de popularité tellement élevé qu'ils ont été désignés comme des classiques du genre manga et de la japanimation. Évidemment, je ne cite ici que les plus connus, mais on peut également considérer des mangas comme Emacha ou encore Jijika comme des classiques de la nouvelle génération. Seulement, ce rang de classique a parfois été sur le point d'être atteint par certaines œuvres, mais sans réussite. On peut notamment citer Toriko, qui était arrivé au sommet avant de sombrer pour certaines raisons, que j'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler d'une œuvre qui est bien différente, Kaiju Number 8. Pour commencer, il faut se remettre dans le contexte du lancement du manga. Déjà, au pays d'origine de ce manga, c'est-à-dire le Japon, l'œuvre se fait énormément remarquer. Puis plus tard vient son arrivée en France. Meilleur départ pour un manga en France avec 22 041 exemplaires du tome 1 vendus en une semaine, battant largement les anciens records de One Punch Man avec 17 154 exemplaires, ainsi que Dragon Ball Super avec 17 299 exemplaires. Bon, spoiler, depuis ce record a littéralement été bousillé par le manga Instinct d'Inoxtag. Seulement, c'est juste logique. L'auteur de Kaiju n'a pas l'influence d'Inoxtag, et en plus on parle des stats en France. Forcément, une œuvre originaire d'un pays sera plus vendue dans ce même pays qu'ailleurs. Au passage, au Japon, le tome 1 de Kaiju s'est écoulé à plus de 90 000 exemplaires toujours en une semaine. En bref, le manga réussit son lancement et il est devenu très populaire. Maintenant, en sachant tout ça, on peut évidemment se demander comment ça se fait qu'il ne soit pas devenu un classique avec le temps. La réponse est simple, l'œuvre s'est terminée trop vite. Bon, j'avoue, j'ai menti, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même une bonne partie de la réponse. Pour vous donner un exemple, Jujutsu Kaisen a commencé en 2018 et s'est terminé en 2024, soit seulement un an de plus de parution que Kaiju, qui lui a commencé en 2020 et s'est terminé récemment en juillet 2025. Pourtant, l'écart de popularité entre les deux à la fin est quand même assez important. On ne peut donc pas dire que c'est parce que le manga n'a pas duré assez longtemps, même si ça aurait forcément aidé. Maintenant, pour se concentrer sur Kaiju Number 8, je vais vous prouver que cette œuvre avait bel et bien le potentiel de devenir un classique. Pour commencer, l'univers qui nous est présenté au début est bien construit et agréable à regarder. Le concept est simple, mais il est exécuté d'une très belle manière. Au lieu d'avoir l'habituel ado qui n'abandonne jamais dans n'importe quel shonen, le personnage principal, Kafka Ibino, est un trentenaire légèrement alcoolique qui a un métier de merde, littéralement. Et qui a dès le début du scénario abandonné tout espoir de réaliser ses rêves, mais aussi la promesse qu'il a faite à son amie d'enfance, Mina. On est très loin d'une situation commune dans un shonen. Pour renforcer ce que je dis, Kikoru, une femme, est présentée comme la plus forte de la nouvelle génération de soldats. Puis on a aussi Mina qui se présente comme l'entre guillemets modèle de Kafka, ou encore Reno qui est le prototype parfait d'un personnage principal totalement random, mais qui cette fois-ci n'est pas boosté par le scénario car ce n'est pas lui le héros de l'histoire. Encore une fois, le concept est simple mais terriblement bien exécuté. Le thème du manga sur les Kaiju et les forces de défense laissait paraître une potentielle capacité de développement assez cool. On aurait pu avoir une partie du manga uniquement au Japon, puis une autre partie sur d'autres endroits du monde qui serait de plus en plus dangereux. Malheureusement, le manga s'est fini bien avant. Bon, par contre, je dis absolument pas que la fin était mauvaise. C'est vrai qu'elle est surprenante, mais au final, elle est très cohérente avec ce qui est dit depuis le début de l'œuvre. Le Japon qui est le pays avec le plus de Kaiju, avec des forces de défense réputées mondialement, un rapport dès le début avec les ancêtres du vice-commandant Oshina, attention spoil, passez au timecode affiché à l'écran, qui faisait partie des anciennes forces luttant contre les Kaiju à l'époque d'Edo, quand le grand Kaiju de Mereki avait frappé. Pareil plus tard, quand Kafka a aperçu ce qui semble être son ancêtre, dans un temple de cette même époque. Le manga a été écrit autour de cette fin depuis ce moment au minimum, et au maximum depuis toujours. Enfin bref, tout ça pour dire que la fin colle parfaitement avec le manga. Mais ça n'empêche que si le manga avait été développé légèrement différemment, on aurait pu avoir un monde bien plus poussé, et potentiellement encore plus intéressant qu'il ne l'était déjà. Ce qui lui aurait donné le potentiel de devenir un classique. Maintenant, la question c'est, est-ce que Naoya Matsumoto, l'auteur de Kaiju Number 8, aurait réussi à ne pas se planter en écrivant une fin différente? Malheureusement, on ne pourra jamais répondre à ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'univers et ses personnages, eux, avaient une chance. Pour revenir sur Kafka, on voit dès le départ qu'il n'est pas un personnage random. Il a sa vie moyenne et ses addictions pas ouf, mais se ment à lui-même en disant que ce quotidien lui suffit largement, et que de toute façon, le monde a besoin de personnes comme lui. Il n'a même pas le désir de vraiment s'améliorer, contrairement à la quasi-totalité des personnages de son genre. Perso, je pourrais même pas vous citer un seul personnage de shonen qui n'a pas envie de s'améliorer au début de l'histoire. Et qui en plus, comme je l'ai déjà dit, a abandonné ses rêves. Ah, si vous réussissez à en trouver un, franchement GG, mais moi je vois pas. D'ailleurs, sans l'apparition de Reno dans sa vie, Kafka serait resté dans son quotidien de merde pour toujours, avec des remords plein la tête. Enfin, si on prend le scénario, il serait carrément mort bouffé par un kaiju, mais bon, vous m'avez compris. En termes de personnages secondaires, c'est vrai qu'on n'a pas eu un développement exceptionnel non plus, mais en même temps, en seulement 129 chapitres, c'est assez compliqué. Surtout quand on voit le rythme de l'action dans le manga. Bon, après, je dis pas, ils ont quand même en grande majorité un développement
largement suffisant et assez bien construit. On a par exemple Oshina, Mina, Isao, Kikoru, le Kaiju numéro 9 ou encore Iharu qu'on voit très souvent avec Reno, qui ont tous une profondeur suffisante pour une fin de manga. Pour être honnête, les seuls qui m'ont déçu c'est ces deux golemons là. Carrément j'ai oublié leur nom. Par contre étonnamment ils ont eu plus de scènes pour eux dans l'animé que dans le manga. Les scènes ou encore les détails que rajoute l'animé sont vraiment cool. D'ailleurs l'adaptation c'est nécessaire pour qu'une œuvre devienne assez populaire pour devenir un classique. Malheureusement ici le manga n'a pas été assez long et développé pour ça, mais ce qui est sûr c'est que le studio d'animation a très bien fait son boulot. En termes d'animation, même si c'est pas la folie furieuse, c'est largement suffisant. Ah quoique quand j'y pense les openings de l'animé c'est vraiment quelque chose hein. En plus il y a un truc qui me fait extrêmement plaisir par rapport à eux. Le studio n'a pas mis 40 milliards de spoil dans l'opening mais bien zéro. Et oui mesdames et messieurs, zéro spoil, c'est historique. À l'époque où j'étais encore animé only ça m'avait vraiment fait plaisir et ça mérite vraiment d'être relevé parce que c'est pas souvent que ça arrive. On repart sur le sujet du manga de base avec un autre truc qui m'a beaucoup plu et qui a très certainement attiré énormément de personnes vers l'animé, les power-up. Ça claque de partout dans tous les sens à chaque combat et à chaque fois c'est une dinguerie. Je pense à Reno qui dans l'animé a très récemment eu sa combinaison glaciale venant du numéro 6 ou encore aux évolutions constantes du Kaiju numéro 9 ainsi que les pourcentages de potentiel avec l'armure des forces de défense qui n'arrête pas de monter en flèche. Encore une fois, allez au timecode si vous voulez pas vous faire spoil. Évidemment pour les lecteurs du manga, vous savez très bien que l'enchaînement monstrueux de power-up arrive surtout pendant l'arc final du manga. Entre Kikoru qui obtient l'arme du numéro 4 puis du numéro 1, Narumi qui devient capable de voir l'avenir, la collaboration entre le numéro 10 et Oshina, la transformation finale de Kafka qui est un pur banger, etc. etc. On est vraiment très bien servi en termes d'action. En parlant d'action, je trouve que les combats sont vraiment sympas à regarder. Évidemment il y a tous ceux qui sont pas encore sortis en animé, dont je ne parlerai pas même s'ils monopolisent presque tout le haut du panier. Mais il y a aussi le Kafka Isao, le Narumi et Kafka contre le numéro 9, ou encore le Oshina contre le numéro 10, et d'autres encore qui m'ont vraiment fait plaisir. Le pire c'est qu'on aurait pu avoir encore plus de gros combats comme ça si les personnages de Iharu, ces deux-là, ou encore les vieux faisant partie de la direction du JAKDF, et les commandants des divisions 2, 4, etc. En termes d'antagonistes, dans ces combats, c'est malheureusement toujours des kaiju, qui en plus ont tous un lien proche avec le numéro 9. Perso, j'aurais kiffé voir un méchant qui utilise des kaiju pour essayer de régner sur le Japon ou un truc du genre. Si on avait eu une suite au manga, on aurait par exemple pu avoir un scientifique du JAKDF qui trahirait l'organisation et se barrerait avec les échantillons d'anciens kaiju pour potentiellement en créer des nouveaux surpuissants ou même carrément ressusciter les anciens. Si on avait eu ça, on aurait pu assister à des combats assez lourds de sens, comme par exemple Kikoru contre le kaiju numéro 6, qui est celui qui a notamment tué sa mère. En plus j'invente ça, mais il y a quand même certains kaiju comme le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 7 dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler et qui ont carrément même pas été montrés que ce soit dans l'animé ou le manga. Bon là j'imagine un peu ce qu'on aurait pu avoir en gardant une suite cohérente au manga, mais c'est vrai qu'en même temps si l'auteur avait continué, il aurait peut-être pas réussi à gérer comme je l'ai déjà dit. Il faut pas oublier que les mangaka subissent une grosse pression des maisons d'édition pour sortir les chapitres rapidement, alors c'est compréhensible que certains préfèrent partir sur une œuvre plus courte avec un développement plus simple. Quand on regarde l'emploi du temps de certains mangaka comme le grand Eiichiro Oda, auteur de One Piece, on se rend compte direct qu'il faut être sacrément bien accroché pour tenir le rythme imposé. D'ailleurs un manga qui me fait penser à Kaiju Number 8 c'est Gashakuta. Pas pour le scénario mais parce que le potentiel de développement de l'œuvre est gigantesque. Pourtant j'ai bien peur qu'on assiste à une fin un peu trop précipitée au goût des lecteurs comme Kaiju. Pour revenir sur le scénario de notre sujet, le parasite qui a transformé Kafka en Kaiju numéro 8 a certes eu une explication de pourquoi il cherchait Kafka en particulier et comment il a été créé lui, mais par contre le Kaiju numéro 9 on sait pas, le grand Kaiju de Meriki non plus, ni simplement l'origine de base de tous les Kaiju de l'histoire. Selon ma lecture, je pense que les Kaiju sont là depuis toujours et sont des espèces qui sont créées à partir de la puissance des plaques tectoniques, comme c'est rapidement expliqué dans le manga. Seulement c'est pas confirmé, et attention spoil, allez au timecode, d'autres explications comme les émotions des humains qui pourraient créer les Kaiju sont très plausibles. Rien que le parasite qui a transformé Kafka est né du désir de vengeance. En plus je crois avoir vu un truc sur internet qui disait que les Kaiju au Japon sont considérés comme une représentation des peurs de la population. En ce qui concerne le numéro 9, dans ce cas là ce serait une représentation de la peur de l'évolution. On le voit car le truc devient de plus en plus intelligent et n'arrête pas de muter dans une version plus puissante. Seulement tout ça reste de la théorie. Pour le coup ce que je vais dire c'est un avis personnel, mais j'ai quand même l'impression de partager cet avis avec beaucoup de gens. Certaines œuvres ne résoudent même pas tous les mystères qu'ils ont mis en place, mais nous laissent des indices. Et ça moi ça me frustre à mort. Parce que moi et les gens qui partagent cet avis, on suit une histoire que l'on ne gère pas. On est spectateur et l'imagination ne suffit pas pour être sûr à 100% de savoir ce qui s'est passé avant le manga et après sa fin. Malgré tout, Kaiju Number 8 reste une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Elle avait clairement le potentiel de devenir un classique, mais en forçant encore, Naoya Matsumoto aurait peut-être pu gâcher l'histoire. Malheureusement, certains mangas et mangaka ne sont pas faits pour tenir sur le long terme. Mais
Mais après tout, ne serait-ce pas mieux comme ça? C'est vrai que si tous les mangas duraient plus de 1000 chapitres comme One Piece, les fameux classiques n'auraient pas le même goût. Pour conclure, ce que je retiens de l'œuvre Kekeju Number 8, c'est certes sa courte durée, mais surtout son intensité. Allez, maintenant like et abonne-toi, sinon je ramène le GIGN dans ta piole. Bye les boss!